Bienvenue dans ce PAF spécial été. Comme c'est l'été, on va parler beaucoup de sport. On va revenir évidemment sur l'Euro de football, on parlera de golf, on parlera aussi beaucoup de cyclisme. Et nous avons le choix et la chance d'avoir Arnaud Courtier avec nous, qui est le directeur général de la Fédération française de cyclisme. Et il y a un grand événement qui aura lieu au mois d'octobre au Vélodrome. On va en parler avec vous. Ce sont les championnats d'Europe de cyclisme sur piste, qui succède au championnat du monde qui avait eu lieu aussi chez vous. Absolument, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui auront lieu du 19 au 23 octobre 2016 au Vélodrome national, fort du succès des championnats du monde qui se sont déroulés en février dernier. Nous avons décidé d'y retourner, une opportunité de calendrier s'est présentée. On a donc saisi cette opportunité avec l'Union européenne de cyclisme et on va organiser de nouveau une grande fête pour les fans de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et nous y étions avec Jean-Charles notamment, et c'est vrai que c'est un spectacle absolument extraordinaire. C'était époustouflant comme spectacle, comme ferveur, comme suspense. Ouais, c'est la première fois de ma vie que technique. je mettais les pieds dans un vélodrome et que j'assistais à ça. Ils étaient carrément bluffés et scotchés par l'intérêt. Donc je reviendrai avec plaisir. Alors Jean-Charles Lajoigny, éditeur. On parlera peut-être un petit conseil de lecture pour l'été. Par exemple, je m'appelle Requiem et je te... Voilà. Alors, je suppose que je t'emmerde parce que, si j'ai bien compris, Stanislas Petrovski est un adorateur de Frédéric Dard. Donc voilà, c'est exactement. plutôt Frédéric Dard, plutôt je t'emmerde que je t'aime. Mais, oui, enfin, mais après, on peut le prendre comme on veut. On en parlera tout à l'heure. Florence Mercadet, bonjour, avocate au barreau de Versailles. Et cycliste à vos heures, non? Oui, ça m'arrive, mais j'ai jamais assisté à des courses de vélo. Vous avez tort. C'est une bonne occasion de venir au 19 octobre. Exactement. Et puis il fait à peu près aussi chaud qu'ici. C'est ça. Oui, mais au moins il y a des gens qui se dépensent. Stéphane Monson. Bonjour professeur à l'université de Saint-Quentin-Versailles et un des enseignants qui travaille toute l'année. Oui, bien sûr. Enfin, toute l'année. Contrairement à ce que disent certains. Ou presque. Oui, toute l'année. Et votre sport favori, c'est quoi? En le droit. En pratique, mes sport favoris sont les sports de montagne. Et le cyclisme en montagne, c'est comme dit l'autre, une tuerie. Et donc, c'est un cauchemar. Vous avez essayé? J'ai essayé. Ah oui, c'est terrible. Et je n'ai pas fait que du vélo de descente, parce que pour les touristes du vélo de descente, on les emmène en haut en minibus et ils descendent. C'est pas que des touristes, parce que c'est les types qui font ça avec des vélos. C'est très dangereux. Mais le vélo de montée est aussi redoutable. Eh ben, justement, un mot peut-être, puisque c'est un des événements de l'été, le Tour de France quand même, qui est un des spectacles les plus populaires qui reste. D'abord, c'est gratuit. C'est un événement gratuit. Exactement. Avec là aussi un suspense absolument extraordinaire, avec des performances incroyables. Comment vous expliquez justement ce succès le succès qui ne se dément jamais du Tour de France? Il y a des affaires, on parle parfois de dopage, il y a eu des périodes un peu plus noires. Et malgré ça, le succès est toujours au rendez-vous. Je crois que les raisons sont assez simples. En fin de compte, le cyclisme est un sport que tout le monde peut pratiquer. Tout le monde sait faire du vélo. On a tous fait du vélo, que ce soit pour se promener, pour faire les courses, pour faire un peu de compétition ou du vélo en famille. Donc tout le monde sait ce que c'est que l'effort de pédaler. Et pendant des longues heures, si on ne l'a jamais fait, on l'imagine très très bien. Et vous l'avez dit, populaire parce que gratuit. Le public est présent sur les différentes étapes, au bord de la route, et le succès ne se dément pas au fil des ans. Je ne vois aucune raison pour que le Tour ne soit plus ce grand succès. Il l'est et d'année en année, et il l'est surtout au niveau international. Et c'est aussi l'image de la France. Voilà, parce que alors c'est vrai qu'il y a eu Armstrong, il y a eu aussi des champions venus d'Amérique, ce qui était assez nouveau à un moment. Mais c'est vrai que le monde entier regarde ça. Et en même temps, je lisais l'autre jour dans l'équipe quelqu'un qui disait Hinault est irremplaçable, c'est l'ambassadeur du Tour de France, parce que au fond c'est le dernier Français à avoir gagné le Tour de France, et on attend toujours un peu son successeur. Et c'est vrai que la popularité de gens comme Hinault, Poulidor même, à plus de 80 ans, qui est toujours sur le Tour, c'est assez incroyable quand on les voit. Leur popularité reste immense et il suffit d'être sur le Tour et de les croiser puisqu'ils y sont pour voir effectivement combien les gens restent fans de ces grands champions. Mais ce sont des grands champions et après, écoutez, ils sont irremplaçables jusqu'au jour où ils seront remplacés. Oui, bien sûr. Tôt ou tard, et je crois plutôt que ce qu'on peut le croire, un Français gagnera le Tour. Il y a des athlètes très performants qui sont là. Donc on va avoir peut-être un tout petit peu d'attente encore, mais ça arrive, une victoire française.
Vous êtes fasciné par le Tour de France? C'est carrément génial, mais il y a la caravane aussi qui est amusante. Oui. Je veux dire, ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je veux dire, ce défilé, je crois qu'il y a 200 véhicules qui passent, thématisés, avec des gens qui balancent des gadgets, qui sont une animation, de la musique. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement amusant à voir. Les camions et camionnettes sont bien foutus. Il y a une atmosphère de fête en permanence sur le Tour, quelles que soient les étapes, quelles que soient les choses, et c'est vraiment extraordinaire. Et puis c'est vrai ce que vous disiez. Moi, je me souviens un jour, j'étais en Chine et j'ai vu une étape. Il y avait un truc sur la télévision chinoise sur le Tour de France et sur Saint-Mexan-l'École. Moi, je connais un peu Saint-Mexan-l'École, mais qui connaît Saint-Mexan-l'École en Chine? Voilà, mais c'est uniquement grâce au Tour de France que des Chinois ont pu entendre parler de Saint-Mexan-l'École. C'est extraordinaire comme vitrine de la France dans le monde entier, quoi. Ça, je trouve ça fascinant, quoi. C'est vraiment intéressant. Un mot, le Tour de France, c'est ASO. La Fédération française de cyclisme, quel est son rôle sur le Tour? Bien sûr, c'est ASO qui organise le Tour, et vraiment d'une manière extraordinaire. La Fédération est présente parce que la Fédération représente la loi du sport, et les arbitres, les commissaires sur le Tour sont des commissaires fédéraux. Absolument. Donc la Fédération encore La Fédération est toujours présente sur le Tour, absolument. Le Tour qui, vous l'avez dit, c'est le bon mot, une fête. C'est une fête, et effectivement, le Tour fait voyager. Pas que les étrangers, même des Français, chez eux, qui, à travers le Tour, devant leur télé, voient ces paysages. On passe dans des endroits qui sont absolument somptueux, grâce aux moyens techniques aujourd'hui. En plus, la télévision le retransmet en direct, très longuement, pratiquement la totalité de l'étape. Donc, exactement. Donc c'est vrai qu'on voit au voyage en même temps, oui, c'est vrai que c'est magnifique. Alors, revenons sur ces championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Alors là, c'est vraiment la fédération qui l'organise, ou comment ça se passe? C'est la fédération. Comme tous les événements internationaux ou européens ou mondiaux, ils sont la propriété soit de l'Union européenne, soit de l'Union cycliste internationale. Il y a des candidatures pour recevoir les événements, donc nous avons fait acte de candidature. Le championnat nous a été attribué, et à partir de là, selon un cahier des charges bien précis, c'est nous qui l'organisons de A à Z. Alors, il faut être très clair, on ne l'organise pas seul, dans le sens où il y a une véritable collaboration avec les équipes fédérales, avec les équipes du Vélodrome national, et celle particulièrement de Saint-Quentin en Yvelines, et encore plus précisément de la ville de Montilly-Bretonneux, qui nous accompagnent sur tous les aspects logistiques et techniques. Mais c'est bien une organisation à 100% Fédération française de cyclisme. Alors, la Fédération française de cyclisme a son siège d'ailleurs au Vélodrome. Oui. Donc il y a des liens très 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 forts entre vous et le Vélodrome. Et il y a eu le succès justement de ces championnats du monde, qui était le premier grand événement cycliste qui a été organisé dans ce Vélodrome, non? C'était le premier grand événement. Le Vélodrome a ouvert en janvier 2014. Il y avait eu une inauguration avec un match France-Angleterre. Et juste un an après cette ouverture, on accueillait les championnats du monde, qui se sont déroulés pendant 5 jours, à guichet fermé, ce qui était déjà le premier succès. Et puis, je crois que le public a joué son rôle, puisque nos Français ont performé. On a fait 5 médailles d'or pendant ces championnats du monde, avec nos athlètes, et évidemment, entre autres... Dont certains qui habitent ici, parce qu'ils sont François Pervis, évidemment, qui habite ici. C'est ce qui est merveilleux pour nous aussi, salariés de la Fédération, c'est qu'en étant installés dans le Vélodrome, on les côtoie quotidiennement. Donc, il y a des liens là aussi qui se créent. Et là, on essaye de leur préparer les championnats d'Europe le mieux possible, sur mesure, pour qu'ils puissent, au retour des Jeux Olympiques, venir offrir. Il y aura Rio, il y aura Rio. Exactement. Un mois avant, quoi, en gros. Ouais. Donc ils arrivent tous de Rio. Et là aussi, alors, ça se déroule sur 5 jours aussi? 5 jours, oui. Les championnats d'Europe, 5 jours, du mercredi au dimanche, avec des épreuves différentes tous les jours. Donc il y a du spectacle tous les jours. Si on ne peut pas venir un samedi, on peut venir un mercredi. Enfin, il y a plus de finales vers la fin, certes, mais il y a vraiment un spectacle de qualité tous les jours. Quelles sont les grandes épreuves du cyclisme sur piste? Alors après, ça dépend des goûts de chacun. Non, enfin, les grandes épreuves, je veux dire, il y a quoi? Il y a la poursuite? Il y a la poursuite individuelle, par équipe, la vitesse, le keirin, l'omnium. Voilà, il y a pas mal de disciplines. Et qu'on soit expert ou néophyte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le Vélodrome, on est vraiment dans un chaudron. Ouais. On a le spectacle sous les yeux. La majorité des disciplines se comprennent plutôt facilement. Oui. Et puis, il y a des speakers, il y a des vidéos explicatives. Donc, même si on n'y connaît pas grand-chose, on peut venir, on comprendra. Tout est expliqué dans le programme officiel aussi, les règles, enfin, tout ce qu'on a à savoir. Donc, qu'on soit connaisseur ou qu'on soit néophyte, on peut venir assister au championnat d'Europe de cyclisme sur piste. Et puis, il y a un truc qui est extraordinaire, j'imagine que ce sera la même chose, enfin, en tout cas pendant le championnat du monde, c'est qu'au milieu du Vélodrome, il y a toutes les équipes techniques, oui. On voit tout ce qui se passe, quoi. Il y a le spectacle sur la piste, mais il y a au milieu, on voit les types se faire masser, on voit les types commencer à s'entraîner sur
des vélos force fixes. de la piste. C'est extraordinaire d'avoir cette vision. On a l'impression d'être une petite souris et se balader, parce que dans tous les autres sports, on ne voit pas cette partie cachée, quoi. Là, c'est vraiment, pour une fois, on voit la partie... C'est effectivement, on peut dire en quelque sorte, les vestiaires sont au milieu, les box-coureurs, ils sont là. La presse est installée aussi dans l'aire centrale, donc il y a un spectacle permanent. Et au championnat d'Europe, on renoue avec une tradition que les fans de cyclisme adorent, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des dîners en centre-piste. Donc les chefs d'entreprise qui ont envie de faire plaisir à leurs clients ou à leurs partenaires peuvent acheter des places de dîner en centre-piste, mais de public aussi. Alors racontez un peu, enfin comme ça s'adresse après tout au grand public, enfin qui peut venir. Comment on fait si on est un particulier, on peut aller acheter sa place sur Internet. On peut acheter sa place sur Internet très facilement via le site Internet des championnats d'Europe. C'est www.championnat au pluriel europepiste2016.fr. On travaille avec Ticketnet, donc on peut acheter son billet à peu près partout en fin de compte chez les distributeurs de billetterie de spectacle. On peut l'acheter aussi tout simplement au guichet du Vélodrome National. Je précise ce point puisque les Saint-Quentinois ont une remise particulière sur le tarif, mais pour ça il faut qu'ils justifient de l'être avec un justificatif de domicile. Donc il faut qu'ils se rendent au Vélodrome National et là ils ont une remise spéciale Saint-Quentinois. Il y en a une pour les licenciés aussi, avec des billets qui, de fait, pour les enfants, démarrent à 10 €. Voilà, on est sur des prix très abordables pour un spectacle qui, chaque jour, démarre vers 14-15 heures et se termine vers 22 heures. Donc, oui, il y a de quoi voir. Il y a de quoi voir, oui, exactement. Et les entreprises peuvent acheter des packs, enfin des... Les entreprises peuvent encore être partenaires de l'événement, peuvent aussi acheter ce qu'on appelle des packs de relations publiques. Et là encore, parce que nous sommes sur le territoire de Saint-Quentin, nous avons des tarifs spéciaux pour les entreprises saint-quentinoises. Alors là, je lance un appel. N'hésitez pas, contactez-nous. Venez, parce que c'est vrai que c'est un beau spectacle. Le Vélodrome fait d'ailleurs des efforts sur les relations publiques des entreprises. Il y a beaucoup de On peut organiser des séminaires aussi au Vélodrome. Il se passe plein de choses. Il ne vit pas que pendant les grands événements. C'est un Vélodrome qui vit toute l'année, avec des abonnés qui viennent faire de la piste, mais il y a du badminton, il y a de la gym, enfin il y a plein d'activités gérées par la société Vélopolis qui gère le Vélodrome. Et puis on peut organiser aussi un séminaire d'entreprise sur place, faire des baptêmes de piste, enfin... Il se passe plein de choses. Stéphane, il faut que vous essayiez. Il y a eu une remise de diplôme de l'université au Vélodrome, à laquelle je n'ai pas assisté, je n'ai pas été diplômé. Mais en tout cas, je sais que ça a été un succès considérable. Voilà, oui, c'est un lieu, c'est un lieu tout à fait emblématique du territoire, comme Absolument. On dit aujourd'hui. Un mot alors pour les béotiens comme moi. Les vélos de piste, c'est des vélos à roues fixes ou... Oui, les vélos de piste, ce sont des vélos avec un pignon fixe et sans frein. Ce qui permet de faire du surplace, c'est ça? Ce qui permet de faire du surplace, alors pour les plus aguerris. Non, pas pour moi. Non, ni pour moi. Non, mais cela dit, c'est magnifique quand tu es... Oui, absolument. Parce qu'on va être, notamment en poursuite, il me semble. Oui, ou en Kirin, là où François Pervis est effectivement un il faut très peut-être pas être le premier à partir, c'est ça? Exactement. Alors les règlements ont évolué, ils ont moins de possibilités de surplace, mais ils en font toujours. C'est un vélo très léger. On l'a dit, pignon fixe sans frein, donc ça nécessite effectivement un apprentissage particulier. Pignon fixe, il n'y a pas de vitesse, donc? Pas de vitesse. Et il y a chez les champions donc l'art du choix du plateau, du nombre de dents, enfin par rapport s'ils font de la vitesse, de l'endurance, donc ça change. Et puis il y a surtout une piste donc de 250 mètres de long, 8 mètres de large et avec des virages inclinés à 44 degrés. Et c'est là où il faut savoir rouler sur une piste. Voilà. Oui, parce que c'est quand même extrêmement technique, extrêmement spectaculaire, comme disait Jean-Charles. Et alors, il y a des liens de passage d'ailleurs entre le cyclisme de piste et le cyclisme de route. Quelqu'un comme Cavendish, non? Oui, et puis même moi je vais vous parler d'un Français qui est sur le tour en ce moment, Brian Coquard, qui fait de la piste, qui fait de la route, qui dit lui-même que la piste lui apporte beaucoup de technique justement, et que dans ses performances dans les sprints, la piste lui a apporté beaucoup d'agilité sur le vélo. Très bien. Donc à partir du 19 octobre jusqu'au 23 octobre au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, mais n'hésitez pas à réserver vos places avant. Oui, parce que pour les championnats du monde, on était à guichet fermé. La billetterie avait ouvert plus proche de l'événement, mais c'était parti très très vite. Là, elle est ouverte, donc je ne peux qu'inciter les gens. Oui, elle est ouverte, ça y est, à acheter leur place dès maintenant, parce qu'après, ça va s'accélérer. Et il y a 5000 places par jour, pas une de plus. Florence, ça vous tente? Oui. Voilà, très bien. Donc, on ira tout. Je vais bien découvrir, oui. Ouais. On parlait de cyclisme, sport extrêmement populaire. Il y a eu l'Euro de football, évidemment, avec un très bon comportement de la France. Là aussi, est-ce que vous avez été frappés les uns et les autres par l'engouement au fond populaire, le succès populaire, malgré une période un peu difficile sur d'autres plans, quoi?
Oui, mais justement, c'est pour ça. C'est que je pense que les Français et la France avaient besoin de rire, de crier, d'être contents, d'oublier effectivement les pneus brûlés de la CGT, d'oublier les attentats, d'oublier plein de choses. On avait besoin de ça. Donc c'est très bien. Là, il n'y a plus de gauche, de droite, il n'y a plus rien. Ça fait un peu lieu commun de dire ça, mais tout le monde est content. Il y a vraiment... Comment on explique ça? C'est-à-dire que au fond, c'est un événement qui nous échappe quand même. Je veux dire, on n'est pas sur le terrain. Oui, mais... Et la fierté rejaillit sur tout le monde. Mais d'abord, il y avait une fierté énorme parce qu'il y a eu ce combat contre l'Allemagne. C'est vraiment un combat. Oui. Ça faisait des années que la France n'avait pas battu l'Allemagne. Plus les Allemands ont été d'un mépris. Pas les joueurs, mais la presse allemande était d'un mépris la veille du match, en montrant même la photo de Louis de Funès en gendarme Cruchot pour se moquer des Français, en disant goodbye, la défense est un gruyère. Enfin, ils ont été d'un mépris qui me rappelle le mépris de Juppé pour Sarkozy, par exemple. Les Allemands ont eu la même chose. Après, voilà, était méprisant. Que de raccourcis, Jean-Charles. Il a eu la CGT et Sarkozy. Bravo, il a réussi à mettre les deux. Voilà, et c'était pourtant pas un pari entre nous. Non, personne ne l'avait demandé. Non. Tu diras CGT et Juppé alors que tu parleras de l'Euro de foot. Bravo. Alors Stéphane, vous aviez prévu le bon comportement de l'Islande. N'est-ce pas? Alors, vous voyez que ça a déclenché des sourires narquois de la part de certains quant à mes pronostics et quant à mon diagnostic, qui était plus qu'un pronostic. Or, vous avez vu, le comportement de cette équipe a été extraordinaire, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan, comment dirais-je, populaire, convivial, etc. Ouais. Donc, voilà, vous riez moins, n'est-ce pas, Jean-Charles? Toujours, j'admire les Islandais. Et ce que j'ai trouvé vraiment très, très drôle, c'était la façon dont le ministre des Affaires étrangères islandais avait répondu à la question « Comment sélectionne-t-on 23 Islandais ?» Il était parti de 330 000 Islandais, 165 000 femmes, je ne sais plus combien de moins de 18 ans, je sais plus, 9 aveugles, 14 qui s'occupent des baleines, etc. Et puis après, il reste 23. Il reste 23. Il restait 23 personnes, et c'était vraiment drôle. Avec, sur la feuille, une petite astérix en disant « Et l'entraîneur est suédois ». C'était juste 23. Cette feuille était patente. Vous avez vu le président élu, pas encore investi, mais élu, qui a tenu à s'asseoir parmi ses supporters islandais, qui n'a pas siégé dans la tribune présidentielle. Voilà, moi j'ai bien aimé ça aussi. C'est sympathique, mais c'est un petit peu comme le maire de Rambouillet ou de. Enfin, c'est pas non plus. Il y a moins de menaces qui pèsent sur le président islandais que sur le président français. On peut comprendre. Non, mais on peut comprendre que. Non, mais je veux dire, des tas de gens ont dit oui, Hollande devrait être là. Ben non, le président français, c'est pas pareil. Voilà, mais sinon, normal. C'est sympathique. Non, mais c'est sympathique. Justement, on a vu beaucoup Hollande, tous les matchs de l'équipe de France, et il pleuvait pas. Il s'est passé des choses comme un inouï. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois, on voit toujours dans ces moments-là, il y a un regain. Enfin, les gens chantent la Marseillaise, se lèvent au moment de la Marseillaise, ils agitent les drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc il y a un petit regain comme ça de patriotisme. Et puis il y a toujours les politiques qui espèrent, comme un peu Chirac en 98, que ça leur sera utile. À votre avis, c'est éphémère ça ou c'est profond? Bon, ça me paraît assez éphémère. Enfin, pour François Hollande, ça peut lui bénéficier quelques jours, mais je ne suis pas certaine qu'à la rentrée au mois de septembre... il y pour rien, surtout. Il y pour rien, mais voilà, comme nous tous. Mais ce que je trouve... Il n'y est pas plus que non, il n'y est pas plus. Non, mais ce qui est vraiment formidable dans cette Coupe d'Europe, c'est, quand on parlait de ferveur tout à l'heure, c'est que les gens, je pense effectivement, étaient extrêmement fatigués de tous ces déchirements qu'on a au travers de ces derniers mois, déchirements politiques, déchirements sociaux, les problématiques d'attentats, et qu'ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir avoir quelque chose de gai, de joyeux, et de faire un peu la fête. Et c'est ça qui est formidable, ça. La popularité des Français qui ont gagné. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'événements, au fond, à part le sport, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, qui regroupe tout un peuple. S'il y avait un Français qui gagnait le Tour de France, je pense qu'il y aurait aussi là un élément de fierté nationale formidable. Non, c'est extrêmement fédérateur, mais c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'événements fédérateurs à part le sport. Il y a la guerre.
Il y a la guerre, oui, à part la guerre, oui, voilà, c'est pour ça. Mais là, Bonne intervention. Non, mais c'est vrai. c'est un métier, Jean-Charles. Non, mais j'ai failli le dire, mais oui, à part la mais je pense que, enfin, il y a un parallèle. Il y a des menaces comme le terrorisme, etc. Mais enfin, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a un parallèle parce que là, vous voyez, France-Allemagne à chaque fois. Enfin, je veux pas dire qu'on rejoue 14-18 et 39-45, mais enfin pas loin. Oui, mais enfin pas loin. Oui, on rejoue Séville, etc. Mais enfin, moi, je me souviens très bien de mes arrière-grands-parents. Alors quand il y avait des rencontres de foot entre la France et l'Allemagne, alors les casques à pointe, les boches, etc. Il y avait tout le temps des arrière-pensées. Il y a eu Séville. Mais là, c'est une sorte de... c'est une guerre qui va pas en principe faire de victimes, que c'est pas une guerre qui va coûter cher, il y aura pas de mort à la fin, c'est plutôt quelque chose. Ça peut même rapporter de l'argent. Et ça peut même rapporter des sous. Donc moi j'y vois un peu toujours une espèce de petite réminiscence historique sur une forme un peu comme ça de conflit, puis après de requiem quand on remporte la victoire, etc. Enfin, c'est quand même beaucoup plus sympa de se battre dans un stade que de se battre vraiment. Ah mais ça, mais voilà, donc c'est pour ça que non mais le parallèle avec la guerre, vraiment, non mais on est beaucoup plus, plus sympathique, qui peuvent rassembler. Mais vous voyez que les termes dans lesquels on en parle rappellent parfois ceux qu'on emploie pour analyser un conflit armé. Il faut se battre. Oui, il faut se battre, il faut de la stratégie. Le sport, il y a un point essentiel, le sport communique des émotions fortes, intenses, donc on partage ces émotions. Et ce qui est intéressant dans l'Euro cette année, par rapport à l'attitude des joueurs de l'Islande, par rapport au comportement des supporters irlandais, par rapport à l'équipe de France de cette année, on a des joueurs plus humbles, plus collectifs, qui se battent ensemble et qui donnent des émotions, qui sont plus modestes tout simplement. Il y a moins de problèmes et voilà, les gens se retrouvent autour de ça. Des belles émotions, simplement. Il y avait une déclaration très sympa de Djibril Cissé qui disait, c'était en début de semaine, enfin avant cette victoire contre l'Allemagne, mais en tout cas, l'équipe de France, c'est extraordinaire parce qu'ils se sont sortis du passé et de ce qu'on leur avait laissé après le bus de Krishna. Mais il faut pas oublier qu'on vient de 2010, c'était absolument terrible. Même. On leur a laissé un champ de ruines et c'était sympa de sa part de dire ça. On a laissé une équipe, enfin une ambiance, un truc complètement mortifère et ça y est, ils en sont sortis, ils ont regagné le cœur du public, ils ont reconstruit une équipe et c'est vrai que c'est assez sympa, je trouve. Il y a une chose alors sur laquelle on parle de temps en temps en plaisantant, mais qui c'est vrai, c'est aussi la chance de Deschamps, c'est-à-dire que je ne sais pas si la présence de Benzema aurait changé les choses, en tout cas dans l'ambiance ou pas, mais enfin en tout cas, il n'a pas pu le sélectionner puisqu'il était pris dans cette affaire de sextape. Après, il met Rami qui n'est pas très bon et qui prend 2 cartons jaunes, il est obligé de mettre un petit tic qui est extraordinaire. Il a en face quand même quand il y a eu le match contre l'Allemagne, une équipe d'Allemagne un peu diminuée parce qu'il y avait quand même pas mal de blessés. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il a eu beaucoup de chance, mais il en a quoi. Il a du savoir-faire aussi. Hein. Oui, il a peut-être de la chance, mais il y a du métier derrière. Il y a du métier, oui. Moi, à un certain point, il me fait un peu penser à Aimé Jacquet aussi, dans la discrétion, dans la simplicité, mais technicien. Avec un palmarès de joueurs plus important. Avec un palmarès de joueurs plus important, mais il construit progressivement et puis ça marche. Oui, on dit il a de la chance, mais enfin, il a fixé un cap, il le tient. Mais c'est de toute façon un Euro où tout le monde a eu de la chance, parce que je veux dire, les amis islandais de notre ami ont quand même eu beaucoup de chance d'arriver jusque-là. Le Pays de Galles a eu de la chance d'arriver jusqu'où il a été. Des petites équipes des tas d'équipes ont eu de la chance. Donc dire que la France a eu de la chance, non. De toute façon, non, je ne parle pas de la France, je parle de Deschamps. C'est vrai que c'est une légende qui court il n'est pas chanois. C'est un chanceux. Il a toujours été chanceux dans sa carrière. Il n'est pas chanois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Arnaud, vous êtes directeur général de la Fédération française de cyclisme, mais vous êtes aussi un golfeur passionné. Hein, absolument. Un excellent golfeur. Excellent nom, mais passionné, oui. si, excellent. Et vous êtes allé à l'Open de France ? Absolument. C'était un bel Open de France, avec beaucoup de public, ça faisait plaisir à voir. Oui, un record d'affluence. Oui, je pense que l'effet McIlroy a quand même bien fonctionné. Beaucoup de monde. J'espère que c'est de bon augure pour la Ryder Cup en 2018. Alors c'est l'avant-dernier avant la Ryder Cup, puisque absolument. Il y aura c'était le 100e Open de France, c'est l'avant-dernier avant la Ryder. Un bel Open déjà, de très beaux aménagements, un beau plateau de joueurs. On sent justement que la Ryder Cup arrive. On sent que les gens viennent voir. Et que les cadors viennent repérer le parcours.
Un très beau parcours d'ailleurs, ça aussi il faut le dire, hein, les équipes du Golf National ont fait un travail merveilleux sur le parcours, sur le drainage du parcours. Donc voilà, oui, un très bel Open à tout niveau. La dernière fois avec Paul Armitage, juste avant, qui est le directeur du Golf National, juste avant l'Open de France. Et c'est vrai qu'il y a un travail de drainage absolument. Enfin, il a plu quand même des quantités d'eau incroyables. Et ça, on ne s'en aperçoit pas du tout sur ce parcours. Je vous propose de regarder un sujet justement sur cette 100e Open de France et on en reparle après. Une surprise pour cette 100e édition de l'Open de France. Thongchai Jedi, 46 ans, remporte le tournoi avec une carte de 68, soit 11 coups sous le par. Le sportif devance l'Italien Francesco Molinari de 4 coups. Le golfeur devient par la même occasion le premier Asiatique à remporter cette compétition depuis 1971. Je pense que ce week-end était vraiment spécial et c'était un grand week-end pour moi. C'est la plus grande victoire de ma vie et remporter cette coupe était vraiment fantastique. Croyez-moi, je suis vraiment ravi de ça, c'est absolument parfait. Parti à 2 coups de la tête, la superstar de cette Open de France, Rory McIlroy, n'a pas pu bousculer le Thaïlandais dans la dernière journée. Le 4e mondial signe une carte de 71 pour terminer 3e à 5 coups du leader. Ça a été difficile de mettre beaucoup de birdies, les conditions n'étaient pas excellentes pour le faire. Thongchai a joué de façon très impressionnante et je pense que je n'avais aucune chance de gagner. Les derniers coups n'étaient pas trop mal et je pense que je suis dans la bonne direction. Du côté des Français, Julien Ken et Mathieu De Cotigny-Lafont terminent 16e ex-aequo et Grégory Bourdier lui finit 25e. Le chouchou du public français Victor Dubuisson termine en 66e et dernière position de l'Open de France avec une carte de plus 17, son plus mauvais score en 8 éditions au Golf National. Alors là aussi, on attend toujours un Français. Victor Dubuisson, on ne peut pas dire qu'il ait fait, qui est le premier Français, le premier joueur français, on ne peut pas dire qu'il ait fait un score d'enfer. Non, c'était pas une bonne année pour Victor Dubuisson, mais c'est pas grave. Alors on attend un Français, on a quand même eu, que ce soit Thomas Levé, Jean-François Rémézy, ces dernières années, des Français qui ont bien joué. Jadid Changai est un beau vainqueur, hein, franchement. McIlroy n'est pas loin, il y a un niveau magnifique, donc voilà. Bel événement, beau tournoi. Et vous avez essayé d'aller jouer le parcours juste après, non ? Alors moi j'ai eu la chance de jouer le parcours juste après sa réouverture, justement après les travaux, juste après qu'il ait beaucoup plu. Et effectivement, on ne pouvait pas se douter sur le fairway et sur les greens qu'il était tombé autant d'eau. Donc voilà, une fois encore, les travaux de drainage fonctionnent merveilleusement bien. On est parfaitement prêt pour la Ryder Cup 2018. Ça vous a... Non, les uns les autres Ah bah oui, c'est une compétition, c'est extrêmement amusant à suivre. C'est pareil, ça fait partie des sports où on peut être relativement près des sportifs de haut niveau. On les voit, on peut les suivre sur toute une partie, changer de partie. Enfin, ça fait partie des choses vraiment amusantes à suivre, je trouve, comme sport. Même si on n'y connaît pas grand-chose. Enfin, oui, si on y connaît, si vous ne connaissez pas, voilà, c'est bien. Oui, absolument. De très beaux endroits aussi. Oui, en plus, souvent, voilà. Très agréable à voir. Moi, j'ai souvenir d'avoir labouré en partie le golf royal de Meknes. Où j'étais invité dans des conditions très privilégiées, et on m'a proposé une première leçon de golf, et donc ça a été le labour, le carnage. Ça a été la première et la dernière fois. Et depuis, je suis interdit de séjour au Maroc. Voilà. Vous n'avez pas persévéré alors ça veut pas... Non, parce qu'on m'expliquait que le geste du golfeur était naturel. Ce à quoi j'ai répondu qu'il était assez rare quand même que j'accomplisse naturellement ce type de geste. Et il a dû être d'autant moins naturel chez moi que ceci n'explique pas cela, mais que j'ai eu quelques difficultés de hernie discale dans la suite. Donc ça ne me laisse pas un souvenir impérissable. Pas sûr que ça soit si naturel que ça. Non, moi c'est pareil. Dans tous les sports, les coachs, les professeurs vous disent toujours mais c'est un geste naturel, que ce soit au rugby ou... C'est naturel chez les champions. Voilà. C'est toujours ça. C'est-à-dire que ça paraît toujours d'une simplicité et d'une fluidité extraordinaire. Chez les autres, c'est un peu moins. Moi aussi, j'ai essayé comme Stéphane. J'ai essayé une fois et j'ai arrêté. C'est fini. Le golf ne séduit pas tout le monde apparemment. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations du nouvel entraîneur du PSG qui a balancé un scud en version prédécesseur, Laurent Blanc.
On lui posait la question, alors, est-ce que vous êtes un fervent amateur de golf? Il dit non, de toute façon, un entraîneur de foot qui joue au golf, c'est un mauvais entraîneur, c'est qui ne s'occupe pas assez de son équipe, donc c'est nul. Donc moi, je ne joue pas au golf et je n'ai pas le temps de jouer au golf. Et c'est pourtant un Basque. Oui, voilà. Mais lui, donc il va se faire des ennemis de l'autre côté de la frontière. Oui, il a dit non, j'aime bien le golf, mais moi, c'est le foot. Voilà. Et un bon entraîneur n'a pas le temps de jouer au golf. C'est vrai qu'il y a énormément de footballeurs qui jouent très bien. D'ailleurs, Bogossian, je crois, il doit être -1. Oui, Bogossian, il est 0-1, il a un niveau pro, clairement. Laurent Blanc. Laurent Blanc joue pas mal. Mais pas que lui, Ginola. Ginola joue très bien. Il s'est nombreux à jouer. Et c'est vrai que... après... Non, mais il a raison de dire qu'il va se consacrer. Lui, il a plutôt intérêt à dire qu'il va se consacrer à l'entraînement du PSG plutôt que d'aller s'amuser sur les terrains de golf. Mais je pense que pour la concentration, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs tous les champions. Oui. Beaucoup de champions de sport font du golf et je crois que pour la concentration, c'est... Beaucoup de champions de sport font du golf parce que c'est bon pour la concentration. À la base, ils en ont fait aussi parce que ça fait partie des rares sports que leurs agents, leurs assureurs leur interdit pas de faire parce qu'il y a moins de risques. C'est plus compliqué. Et ils se sont rendus compte effectivement que c'était un sport de concentration, un sport de précision. Et c'est pour ça que tous les sportifs de haut niveau, particulièrement avec les sports de balle, sont vite bons au golf parce qu'ils ont cette sensation, ils ont ce feeling avec la balle et ils progressent très très vite. C'est vrai. Oui, après ils sont à droit. Autre chose sur le sport ou on passe à une actualité plus... Vive le sport. Vive le sport. C'est comme ça, non? Vive le vélo. On peut peut-être revenir alors sur un événement qui a été... qui est un peu triste, qui était la mort de Michel Rocard, grande figure de la vie politique, mais grande figure aussi des Yvelines, puisqu'il a été élu député contre le Premier ministre de l'époque, c'était M. Maurice Gault de Neumerville, dans une élection partielle, si je me souviens bien. Et puis il a été maire de Conflans-Sainte-Honorine. Je propose de voir un sujet avec des réactions sur la mort de Michel Rocard, et on en parle tout de suite après. Il avait un parler franc, un parler vrai. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui me manque aujourd'hui. C'est important de savoir dire les choses et de prendre des décisions et surtout de savoir s'engager malgré ce que l'on peut attendre en retour. Il avait été maire et ensuite il a été député, il a été ministre, Premier ministre, sénateur. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu un parcours politique d'une expérience incroyable et qui véritablement, je crois, travaillait pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt général. Dans les Yvelines, une grande partie des militants ont été rocardiens, soit de manière directe, soit indirecte. C'est une fédération qui était évidemment rocardienne, qui s'est construite autour aussi de ce personnage tout à fait particulier politiquement qui était Michel Rocard. Et donc, oui, vous interrogez n'importe quel militant, il aura toujours des anecdotes à vous raconter sur les campagnes qu'il a menées avec Michel ou sur des parcours qu'ils ont eus en commun. Donc, c'est une personnalité absolument marquante pour nous. C'est une grande tristesse parce que pour moi, c'était un ami et un patron. J'ai commencé mon apprentissage politique avec lui au PSU. C'est un homme d'une telle intelligence, d'une telle réflexion. J'aimais beaucoup son esprit créatif et enthousiaste en même temps, ce qui manque beaucoup, il me semble, aux nouvelles générations en politique. C'est plutôt un homme simple, sincère, constructif. C'était pas du tout un démolisseur comme on a le marxiste qui veut, il faut détruire l'entreprise, le chef d'entreprise, le droit du travail, ça doit étouffer l'entreprise, ça doit le mettre en danger en permanence. Bon. Michel Rocard est le premier homme d'État socialiste qui a osé poser cette question. Il s'est même fâché avec François Mitterrand, souvenez-vous. Parce qu'il ne voulait pas, il voulait justement que le Parti socialiste garde cet axe, comme tous les partis socialistes, bien sûr, européens, de couper avec cette vision très archaïque de l'économie. Voilà, alors un hommage de tous les bords de la politique, puisqu'on a vu des gens de gauche, évidemment, qui ont travaillé avec lui, comme Catherine Tasca, des gens de l'autre bord, de droite aussi, qui lui rendent hommage. C'est vrai qu'il y a une sorte d'unanimité. Alors, est-ce que c'est la mort qui veut ça? Oui. Oui, c'est la mort. Parce que, il y a quand même une chose à part avec Michel Rocard. Je crois que c'est juste. On a dit,
côté gauche, il est dans une filiation très proche de Mendes, Blum peut-être un peu et Jaurès, de cette gauche réaliste. Il fait partie, c'est vrai, je crois que, je ne sais plus qui écrivait ça au cours de la semaine, de ces élus, de ces hommes politiques qui sont appréciés par les gens qui n'aiment pas la politique, que la politique révulse. Peut-être parce que je crois qu'il avait une éthique de gouvernement sans avoir une éthique électoraliste. Voilà, les politistes disent, vous savez, il y a deux façons de concevoir les choses. La première, c'est pour se faire élire, donc c'est les promesses, qu'on tient de manière assez rare. Et puis l'autre, c'est vraiment les mains dans le cambouis et l'action. Et ces deux éthiques sont en réalité inconciliables. Le problème, c'est que parfois, certains élus conservent au gouvernement leur éthique d'élection, beaucoup, et que peu de candidats ont une éthique de gouvernement avant d'être élus. Et Michel Rocard faisait justement partie de ces gens. Ça me parler vrai. Ben, le parler vrai, c'est aussi parler compliqué et parler complexe. Je pense que c'était l'un des rares hommes politiques qui n'avait pas sur beaucoup de choses un discours simpliste et qui ne donnait pas le sentiment de manipuler ou de se moquer un peu du monde, comme le font quand même pas mal de candidats à des élections et d'élus. Et il y avait aussi une exigence morale, je crois que c'est ce qui le rapproche aussi beaucoup de Mendes, notamment, oui. Et puis de Jaurès, avec un talent oratoire que peut-être il avait moins par rapport à Jaurès notamment, mais il y avait une exigence morale qui est assez rare. Je ne dis pas que tous sont pourris ou tous sont malhonnêtes, mais il y avait là une exigence morale très forte, très fortement ancrée. Et donc, avoir aujourd'hui le concert de louanges dont il est l'objet, oui, la mort rapproche, la mort fédère, mais c'est quand même parfois un peu indécent, surtout lorsque ces louanges viennent essentiellement de la part de membres du Parti socialiste, qui, au cours de sa carrière, n'ont quand même pas manqué un seul instant pour lui faire des croche-pieds et lui faire des sales coups. Il ne faut pas oublier, voilà, que c'est au fond, on dit Mitterrand, ce qui est vrai, il y avait des rapports compliqués avec Mitterrand, mais il y a eu beaucoup de partis socialistes. Je veux dire, Fabius n'a eu de cesse que de le renverser quand il était premier secrétaire du Parti socialiste. Enfin, beaucoup de gens du Parti socialiste ont été ses ennemis et l'ont empêché de se présenter à la présidence. Oui, enfin, je pense que là, il traduit bien ce qu'on dit souvent en politique. Vos adversaires sont devant vous, mais vos ennemis sont derrière et à côté de vous. En fait, méfiez-vous de ce qu'il y a derrière. Florence ? Ah oui, oui, ça m'a beaucoup touché ce décès, parce que cet homme, effectivement, en termes de morale, d'éthique, de paroles vraies, de discours et puis de vision, je pense que c'est quelqu'un qui avait une vraie vision sur une nouvelle gauche, sur cette fameuse deuxième gauche, qu'il a essayé de lancer avec peut-être que Valls et Macron, quelque part, sont un peu les héritiers de Michel Rocard. Il était assez sévère avec eux dans la dernière interview qu'il a donnée au Point. Oui, oui, mais bon, il considérait Valls un peu comme, pas son fils, mais un peu comme quelqu'un qui était très proche de lui. Donc, même s'il peut être sévère, certes. Non, il disait qu'ils n'avaient pas... En réalité, lui, il est né dans un socialisme qui était un socialisme internationaliste. Et il disait qu'ils n'avaient pas cette dimension internationale, enfin de vision internationale, quoi, de ça. Arnaud, donc voilà, donc je pense que j'ai trouvé que c'est cette unanimité un peu bizarre aussi sur le spectre politique qui s'est exprimé. En même temps, c'était l'homme de gauche préféré de la droite, on l'a même souvent reproché, donc ça s'explique aussi d'une certaine façon. Ouais. Oui, et je pense qu'il avait peut-être effectivement plus d'amitié à droite qu'à gauche, où il avait quand même beaucoup d'ennemis. C'est pas qu'il apprécie, parce que c'est quand même un vrai militant de gauche. Enfin, il y a passé sa vie, quoi. Oui, mais il avait une ouverture économique que n'avait peut-être pas une grande partie de politique de gauche. Donc, ce qui peut expliquer effectivement ces réactions à droite. Arnaud ? Moi, je retiens de Michel Rocard que c'était un Européen convaincu. Oui. Ça, c'est important. Et son décès quelques jours après le Brexit. Oui. Peut-être un symbole. C'est vrai que c'était quelqu'un qui parlait de l'Europe, et il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a assez peu dans la vie politique. Jean-Charles ? Oui, moi je suis un peu perplexe, parce que
J'espère que vous allez mettre une note discordante. Il y a deux choses qui me choquent. D'abord, tout le monde semble l'aimer parce qu'on aime aussi un peu les losers, parce que c'est quand même un peu un loser en politique, parce qu'il n'a pas réussi à être président. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, il aurait rêvé de ça, il a essayé de se présenter. C'est Mitterrand qui lui a toujours coupé l'herbe sous le pied. Donc c'est quand même un loser. Il y a un côté loser, donc c'est pour ça que maintenant tout le monde l'adore. Parce il s'est présenté, d'ailleurs. Il n'a pas réussi grand-chose, en fait, politiquement. On peut pas... Je ne suis pas sûr que les 3 ans, quand même, où il est à Matignon, ne soient pas à peu près les meilleures années de gouvernement. Mais c'est resté moins d'1 an au gouvernement. On en parle encore aujourd'hui. Oui, mais alors, Jean-Charles a peut-être raison, parce qu'on aime aussi les gens qui ont pu gouverner. Oui, regardez, Delors est très apprécié. Simone Veil, toujours en tête des sondages. Tous les gens qui sont arrivés à pas grand-chose, enfin en tout cas pas en haut des marches, alors on les trouve merveilleux. Ça c'est une chose. Et puis l'autre chose qui m'interpelle véritablement, je ne comprends pas, c'est la prétention de son testament. C'est-à-dire que j'étais époustouflé que Rocard, qui était effectivement, vous le dites tous, le parler vrai, le type humble, etc. Et là, il est là en organisant des funérailles, mais je veux dire, De Gaulle, enfin, c'était incroyable. C'est assez étonnant, ça. Il faut aller aux Invalides, il faut que ça soit le président de la République, il faut que ça soit ceci. Après, il faudra qu'il y ait un truc à tel endroit, il faudrait qu'il y ait un truc au PS. Enfin, c'était un enterrement de monarque. C'était un de pharaon. C'est incroyable, quoi, venant de lui. Je trouve ça, mais non, mais trouvez-en plus long. Vous êtes en deçà de la réalité. Vous reconnaissez que c'est quand même époustouflant. Pharaon, c'est pas mal. Pharaon n'est pas mal. Aucun homme politique jusqu'à présent n'a osé un truc pareil, quoi. Alors, je reviens sur le fond, parce que c'est un peu intéressant avec les débats qu'on a eus aujourd'hui. Sa grande thèse était en effet qu'il ne fallait pas tout attendre de l'État, et qu'il fallait que la société, enfin que les mouvements naissent dans la société, que la négociation soit plus forte presque que la loi, etc. On voit bien qu'on est encore dans ces débats-là aujourd'hui. La loi El Khomri, enfin, ça a été un des débats qui a fait que la loi était aussi difficile à adopter, non ? C'est clair. Donc, il est vraiment dans le... Enfin, pas lui, mais Macron est dans cette lignée-là, de faire prévaloir les négociations d'entreprise, C'est pas très français. De quoi ? On est très étatiste, non ? Moi, je serais tout à fait prêt à croire et à souhaiter que Macron soit dans la droite ligne de Rocard. Ça me plairait beaucoup, mais j'ai l'impression que ça va en effrayer beaucoup et que tout le monde va se récrier en disant mais jamais les gens ne supporteront pas l'idée que Macron puisse être un héritier quelque part de Rocard, ce qui est tout à fait dommage, mais j'y crois pas du tout, parce que les gens, et surtout à gauche, ne supportent pas Macron, et que voilà, ils ont récupéré Rocard, c'est pas pour récupérer Macron dans le filet. Enfin, je veux dire, ça, je pense que... À la réserve près que Michel Rocard se définissait comme étant authentiquement de gauche. Le ni droite ni gauche, ou le et droite et gauche de Macron est totalement non rocardien, du point de vue politique en tout cas. Et puis c'est vrai que Rocard était quand même... un enfant d'une gauche très militante. En mai 68, Rocard était le point levé dans les manifestations. C'était le candidat de 68. C'était le candidat. Alors il a fait 3. Il a fait 3 en 69. Mais enfin, il n'est pas reproché à Macron de ne pas être né en 68. Non, c'est pas un reproche. C'est pas du tout un reproche. Il relance aussi les porte-à-porte. Non, mais son mouvement En Marche, c'est quand même pas non plus. C'est quelque chose d'investi. La grande différence, c'est qu'il y en a un qui est un militant politique. Enfin, je veux dire, Rocard, c'était la politique. Il a passé des soirées dans des machins enfumés. Alors, il était inspecteur général des finances quand même, oui, en même temps. Oui, non, mais c'est vrai. Mais enfin, bon, il a passé beaucoup de vie de militantisme quand même. Je souhaite un autre avenir à Macron que celui de Rocard. Ça dépend, c'est Pharaon. C'est pas si mal. Avenir est peut-être le mot le plus intéressant, parce qu'on cherche toujours à raccrocher au passé, donc qui est l'héritier, qui est le descendant, de quoi. Et si on parlait de demain plutôt que de parler d'hier, et qu'on se demande ce qu'on va faire. Absolument. Non, mais c'est vrai, on a besoin, mais ça fait partie un peu, c'est très français, des figures un peu tutélaires comme ça, auxquelles on cherche à se raccrocher, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait. Peut-être. Hein, on ne sait pas très bien à quoi dire. C'est un vrai courant politique quand même, qui... Le rocardisme. Enfin, le rocardisme. Cette gauche-là, en tout cas, Rocard n'a pas été l'inventeur de cela, mais cette gauche-là, elle existe en gros depuis le milieu du 19e siècle, si vous voulez. Alors, elle s'est traduite exprimée de manière différente, mais il y a un vrai courant quand même, qui est minoritaire.
C'est un ruisseau. Non, mais pour répondre à votre observation, je pense aussi que si on se raccroche à des éléments du passé, c'est qu'on n'a pas grand monde qui peut nous faire rêver sur l'avenir aussi aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il ne faut pas chercher aussi des gens qui font rêver. Enfin, non, mais pas rêver, non, enfin, qu'il y ait au moins une vision, qui ait des idées, qui nous... Justement, on va parler des primaires, tiens. Voilà, parlons des primaires. Non, mais on n'a pas besoin d'hommes providentiels. Enfin, je ne parle pas de providentiel, je parle simplement de quelqu'un qui nous dise, voilà la société telle que moi j'aimerais qu'elle soit, et je vous propose une société comme ça, et voilà le programme que je déroule pour arriver à cette société-là. Aujourd'hui, on nous dit, voilà un programme, mais la finalité, vers quelle société, on ne sait pas. Non, mais on s'aperçoit finalement que les gens apparemment les plus humbles sont finalement les plus sûrs d'eux. Par exemple, Hulot, qui ne se présente pas en disant « je n'ai pas envie d'être l'homme providentiel ». Mais qui pensait que Hulot était l'homme providentiel ? Beaucoup de gens. Non, mais beaucoup de gens chez Écologie Les Verts. Non, mais, beaucoup de mais gens. honnêtement, Non, il avait été battu avant. Enfin, je veux dire, non, ça dépassait beaucoup Écologie. Écologie de 14 quand même. Les écologistes font deux. Oui, 14, je veux dire, 14, c'est énorme. C'est Mélenchon. C'est beaucoup. Non, mais 14 au départ, c'est beaucoup. Non, mais Mélenchon avait 14, il a fini à combien ? Bon, je veux dire, non, c'est pas... À 14, on n'est pas un homme providentiel. Je suis désolé. Alors, qui se présente ou pas, peu me chaud, mais en attendant... C'est plutôt respectable de dire ça. Moi, je trouve ça plutôt bien, non ? Non, ce qui serait respectable, c'est de dire « j'ai pas envie » ou « je n'y arriverai pas ». Voilà, c'est tout. Mais je ne suis pas un homme providentiel. Non, peut se dire... Il s'est interrogé sur le fait de savoir s'il avait la structure pour devenir pour occuper ce poste. Non, mais je note que Jean-Charles utilise le verbe chaloir. Oui. Et je l'en félicite. C'est une belle performance. C'est Chevènement qui avait participé à la popularisation du verbe chaloir. Chevènement qui était l'ennemi juré de Rocard. Un de plus. Juste un mot, donc, vous disiez la deuxième gauche, etc. C'est pas, lui, quand tu lui parlais de la deuxième gauche, il disait c'est la social-démocratie en réalité. Ça s'appelle à l'international la social-démocratie. Sauf que D'ailleurs, dans son discours, Hollande a essayé de récupérer quand même. Oui, ça, et de grappiller autant qu'il le peut, mais la social-démocratie aujourd'hui à l'international, il n'en reste plus vraiment grand-chose. C'est vrai. Les social-démocrates allemands qu'on citait souvent en exemple ne sont pas franchement en bonne position. La social-démocratie britannique, c'est plus ça depuis Blair. La social-démocratie des pays d'Europe du Nord aussi est chancelante, avec des partis populistes très forts. Enfin bon, ça ne va pas très fort de ce point de vue-là. On va peut-être terminer avec je ne sais pas, ce que vous espérez de la rentrée prochaine. Parce que on va y voir, enfin, ça va être une année évidemment très politique, puisqu'il va y avoir les primaires à droite, à gauche, les élections présidentielles. Comment vous voyez cette rentrée ? Pas de primaire. Je rêve de l'abandon des primaires à droite comme à gauche. Parce que vraiment, plus ça va, plus on s'aperçoit que c'est la fin de tous les primaires. C'est-à-dire qu'aucun candidat ne surnage naturellement, aucun candidat n'arrive à diriger son parti correctement. C'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est la fin vraiment d'un monde politique et voilà, qui surnage. Alors, je suis de nature optimiste, alors je dis justement, si les partis s'écroulent, etc., c'est peut-être la chance de gens comme Macron ou un autre. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit que Macron qui a l'air de peut-être pouvoir s'en sortir sans parti politique derrière lui. Jusqu'à présent, ça paraît impossible en France de ne pas avoir de parti derrière soi. Peut-être que lui sera le premier à réussir quelque chose. Mais franchement, ces batailles picrocolines, mais c'est ridicule, quoi. C'est déprimant. En réalité, les primaires, c'est un trompe-l'œil, parce que ça remplace la crise. Enfin, ça a été fait parce que les partis étaient en crise. Mais en fait, ça permet aux partis de reprendre la main sur les élections, sur ces élections-là. Donc, une forme d'externalisation des partis. D'une fonction qui normalement est propre à un parti politique. Un parti politique, ça sert d'abord à produire des candidats. Oui. Et là, c'est le signe d'une très grande faiblesse des partis politiques en France. Et puis, je suis entièrement d'accord avec votre analyse. Ça a un effet terrible d'enfermement du débat politique à l'intérieur de partis entre personnes alors dont on n'en connaît pas un tiers à peu près sur l'ensemble de tous les candidats déclarés. Et c'est une espèce d'effet de stérilisation du débat politique, y compris dans les enceintes type Assemblée nationale, où on voit que maintenant, les débats qui ont eu lieu à propos de la loi travail étaient dignes de débats primaires à gauche, enfin, où la gauche est restée entre elles,
Les députés de droite ont d'ailleurs eu raison de sortir à cet instant-là. Stratégiquement, c'était très bien vu. Et à droite, c'est la même chose. Il est question simplement de débat interne au parti. On externalise une fonction qui revient à un parti, c'est signe de faiblesse, et puis c'est signe d'une espèce d'atonisation du débat politique national. C'est très malsain. Et en même temps, grâce aux primaires, les partis reprennent la main sur leur organisation. Donc ils reviennent par la fenêtre. Parce que c'est inévitable. Par la porte, ils reviennent par la fenêtre. La politique sans les partis, pour l'instant, on ne sait pas comment ça marche. On n'a pas trouvé mieux. Alors les partis sont décriés, mais c'est pour l'instant indispensable. Sauf que là, on a une telle explosion des partis politiques en France et qui s'érodent, qui n'ont plus rien à dire et qui sont en train de se déchirer. Je veux dire, la gauche, c'est complètement pathétique. Et du coup, on a une montée des populismes qui est quand même extrêmement inquiétante. Enfin, moi, je trouve qu'elle est très inquiétante partout en Europe, que l'on voit la montée du populisme en Angleterre avec le Brexit, qui est quand même aussi un enfant du populisme, le Brexit, que ce soit en Autriche, que ce soit en Allemagne aussi, que ce soit en Suède, en France, en Espagne. On voit que partout où les politiques sont faibles et où partout où ça se déchire, on a une montée des populismes très forte. Et moi, ce que j'espère pour après l'été, c'est que nos hommes politiques se reprennent un peu, et effectivement, je pense que les primaires, moi je suis assez contre aussi, mais se reprennent un peu et qu'on arrive à juguler ce phénomène qui est inquiétant en Europe. J'attendais un peu la fin de l'émission pour annoncer cette information à nos courtiers. Donc vous êtes candidat aux primaires. Surtout pas. Justement, pour revenir à vous, c'est quoi le directeur général d'une fédération? Il y a un président qui est élu. Absolument. Il y a un président qui est élu et d'autres élus qui composent un bureau exécutif. On a un conseil fédéral. Nous sommes gérés un petit peu comme un État. Nous avons nos hommes politiques qui sont là, qui sont des hommes d'abord passionnés et investis, qui donnent leur temps. Ce sont des bénévoles, c'est important de le rappeler, et qui sont là finalement pour tracer les grandes lignes des choix fédéraux de la politique sportive. Il ne faut pas oublier qu'on agit sur délégation ministérielle, donc c'est important. On a la responsabilité de la gestion et du développement de notre sport et de nos disciplines en France. Et puis derrière eux, il y a une équipe tout simplement que j'encadre, mais avec aussi une équipe encadrée par le directeur technique national sur l'aspect plus sportif. Et puis on est une entreprise comme les autres. On a un service comptable, un service juridique, un service communication, un service marketing, une partie dédiée à toute l'organisation événementielle justement de nos différents championnats de France, Coupe de France, dans nos disciplines, parce qu'on a la route, on a la piste, le VTT, le cyclocross, le BMX, donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est toute une structure d'un peu plus de 40 salariés, et il faut organiser tout ça, et c'est mon rôle, celui de chef d'orchestre, tout simplement. Et votre formation, c'est quoi? Parce que vous n'étiez pas du tout dans le cyclisme avant, si? Non, j'étais pas dans le cyclisme avant, mais j'ai toujours travaillé dans le monde du sport. Oui. Ma formation, elle est une formation assez classique, finalement, en école de commerce à la base. Et puis, au début, un hasard, et qui devient un choix par passion derrière, passion du sport, donc d'accompagner la gestion, l'organisation et le développement du sport en France, avec des fédérations, avec des clubs, avec parfois des entités privées. Donc voilà, le sport, toujours. Et toujours le sport, oui. Ouais. Vous êtes sportif vous-même, oui? Oui, je suis sportif. Alors attention, je ne suis pas un sportif professionnel. On nous demande souvent dans l'univers sportif fédéral, mais alors vous-même, vous Nous, on organise le sport, on gère le sport. Voilà. Et nos athlètes sont des grands champions, et ils font ça beaucoup mieux que nous. Ouais. Mais il vaut mieux aimer le sport. Il vaut mieux aimer le sport. Exactement. Mais on fait un métier formidable. Je reviens à ce que je disais. On organise des événements, on communique des émotions aux gens, et c'est fédérateur, et c'est formidable parce qu'en général, le public nous le rend bien. Donc rappelons, du 19 au 23 octobre, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Voilà. Montrez-le, très bien. Championnat d'Europe de cyclisme sur piste, en octobre. Donc nous, pour la rentrée, ce qu'on veut, c'est plein de monde ici. Et je précise, ça ne sera pas ici, mais que nous aurons à Nice, du 14 au 18 septembre, les championnats d'Europe de cyclisme sur route. Ouais. Voilà, et on enchaîne fin octobre avec les championnats d'Europe de cyclocross en Bretagne, à Pontchâteau. Donc 2 mois, 3 championnats d'Europe. Et les Jeux Olympiques? Alors les Jeux Olympiques, d'abord, il y a Rio qui arrive, qui est là, et on attend évidemment nos athlètes. On est présent dans 4 disciplines, la piste, le BMX, le VTT et la route. Et surtout, on est en train de travailler très activement avec le comité de candidature pour Paris 2024.
Saint-Quentin, je l'espère, sera une terre d'olympisme avec le cyclisme et avec le golf. Voilà. C'est les deux sports qui seront représentés si Paris gagne. J'ai envie de dire qu'en Paris. Qu'en Paris, voilà. Et on parlait de l'euro tout à l'heure. C'est vrai que à un moment, au début de l'euro, peut-être, il y avait un peu de scepticisme sur le fait de dire peut-être que ça va porter atteinte à la candidature aux Jeux Olympiques. Finalement, peut-être que ça va appuyer cette candidature. Oui, je ne pense pas du tout que ça porte atteinte. Au contraire, on démontre dans le cadre de la candidature notre savoir-faire en matière d'organisation. Je parlais il y avait évidemment les grèves, il y avait tout ça qui faisait que l'image aurait pu être tous les pays organisateurs, plus ou moins systématiques. On utilise un événement. Ah oui, voilà, on n'est pas les seuls. Non, on n'est pas les seuls. Et puis, je n'ai pas envie de dire que c'est de bonne guerre. Jean-Charles, pour terminer, ce conseil de lecture pour l'été. Le chef-d'œuvre absolu. C'est vrai. Pour rire. Non, mais c'est vous qui l'avez publié. Non, mais il y a plus ou moins chef-d'œuvre. Non. Je m'appelle Requiem et je. Voilà, au choix. C'est Stanislas Petrovski. Un polar écrit. C'est un Don Camillo moderne. En fait, c'est un prêtre exorciste qui est pas du tout. C'est pas du tout un livre anticlérical. Hein, c'est juste un personnage vraiment amusant qui est très porté sur très porté sur le sexe faible. Alors il s'en arrange un petit peu avec son patron, avec le créateur. C'est très drôle, c'est vraiment une langue très verte. Enfin, c'est à mi-chemin entre Frédéric Dard et puis Nadine Monfils, qui a eu la gentillesse de faire la préface et qui est l'auteur de Mémé Cornemuse. Enfin, qui est vraiment, donc c'est très drôle. Voilà. Merci beaucoup. Je m'appelle Requiem et je t'ai. Merci beaucoup. Je t'aime. Merci beaucoup Arnaud Courtier. Donc on en reparlera peut-être d'ici le mois d'octobre, on a le temps d'en reparler. Mais enfin, en tout cas, déjà, vous pouvez réserver vos places. Merci beaucoup Florence Mercadet, merci beaucoup Stéphane Monson, merci beaucoup Jean-Charles Lajoigny. Bonnes vacances donc, et on se retrouve, je pense, au mois de septembre, si tout va bien.